Alors, je vais vous parler de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans l'analyse des monnaies celtiques et ce qu'on appelle, nous, notre projet Dianet. Donc, c'est un outil, en fait, Dianet, qu'on est en train de développer. Et voilà, alors ce qui est compliqué dans ce genre de- de- d'application, en fait, sur un gros matériel qui s'appelle un trésor, ce qu'on a en archéologie, c'est qu'on a beaucoup de pièces de monnaie, donc on travaille sur du matériel physique qui peut être soit très dégradé ou voire même fragmenté. Et notre idée à nous, c'était d'en fait employer l'intelligence artificielle pour classifier les monnaies. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à travailler là-dessus, mais c'est ça justement l'importance. Par exemple, sur certaines monnaies anciennes, on peut avoir des images, par exemple d'un sanglier, on peut avoir des images de lions, etc., sur une face de monnaie. Et c'est très compliqué parce que l'IA, enfin l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, ne sait pas discriminer ça. Parce qu'en fait, par exemple, quand on pense à un sanglier, on va penser à un sanglier avec des poils marrons devant une forêt, etc. En tout cas, c'est l'intelligence artificielle telle qu'elle va le penser. Or, sur les monnaies, ce genre de choses, ce genre de figure est représenté de manière très abstraite. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Donc nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de créer un thésaurus, d'aussi apprendre à l'IA à apprendre à reconnaître des images dans l'image. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc du coup, en fait, et il ne faut pas le faire n'importe comment, il y a trois secteurs d'activité, on va dire. Il y a tout ce qui est acquisition de données, analyser, mettre en thésaurus, valoriser, diffuser. Donc, c'est bien trois choses différentes. D'une part, en premier, on a les bases de données. Comment intégrer les choses de la bonne manière dans les bases de données. Deuxième chose, analyser, mettre en thésaurus. Ça, c'est le plus compliqué. C'est tout ce qui est la phase de comparaison d'études, en fait, pour les experts, numismat. Et enfin, en troisième niveau, on va avoir ce qui est de valoriser ce qu'on a, l'issue de ces travaux-là. Sachant que ces trois pôles d'activité, il faut qu'ils s'auto-nourrissent. Donc, du coup, on est obligé de répondre à ce qu'on appelle des référentiels, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on fait en général en recherche scientifique, c'est-à-dire de faire en sorte d'être en accord avec ce qui a déjà été fait. Donc, on doit répondre à des référentiels. Voilà. Donc ça, c'est sur notre projet on a fixé ça aussi. Ça, c'est très important parce qu'il y a des référentiels. Par exemple, dans l'échange des données sur Internet, il y a des référentiels 3IF, par exemple, pour les images. Il y a des référentiels sur les métadonnées, par exemple, sur les blincors, etc. Il y a plein de référentiels. Il y en a une vingtaine à peu près sur chaque pôle. Et ça, c'est très important de le suivre. Voilà. Ensuite, pour ce qui nous concerne à nous, c'est que nous, ce qui nous concerne à nous, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des choses que les archéologues ont fait depuis longtemps, mais qui étaient très chronophages, parce que d'analyser, de faire des comparaisons entre monnaies, c'est très chronophage, parce que, en fait, en général, ce sont des objets qui sont produits en série. Et si on veut pousser loin l'analyse, eh ben, ça prend beaucoup de temps à voir quelle monnaie est issue de quelle matrice, par exemple. Si on veut, par exemple, s'intéresser à l'évolution chronologique d'une monnaie, on veut savoir à partir de quelle matrice ont été produites ces monnaies, ces pièces physiques. Et ça, c'est très important. Alors, il y a eu plusieurs méthodes qui ont été utilisées par le passé, c'est-à-dire déjà en premier à l'œil avec la main et l'œil de l'expert. Par la suite, on a fait des comparaisons entre des photographies en 2D, tout simplement.
Ensuite de ça, on a fait des essais avec ce qu'on appelle de la photométrie, par exemple, c'est-à-dire on a superposé des images en fonction de plusieurs ombres, en fonction de l'éclairage, et on a superposé les photos pour essayer de faire ça. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut faire ça à partir de fichiers 3D au dixième de micron. Donc, c'est une précision. Et ça, c'est un plus parce qu'en fait, quand on analyse les monnaies en 3D, c'est différent que quand on analyse juste des photographies en 2D. Et ça, c'est un gros apport. Et nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est d'utiliser l'IA pour traiter ces fameux fichiers 3D qu'à l'époque, on n'avait pas. Donc, par exemple, et ce qui nous intéresse aussi, donc, nous, ce qui nous intéresse dans le projet Dianet, dans l'outil, c'est premièrement de retrouver les coins qui ont été à l'issue, qui ont généré les monnaies qu'on a retrouvées. Vous savez, les coins, ce sont les matrices hein, qui étaient pressées à la main par l'artisan. Et nous, ce qu'on souhaiterait retrouver, c'est les coins qui sont à l'origine des pièces du trésor qu'on a trouvé, qui est Manerbio. Voilà. Et il y a autre chose aussi qu'on aimerait faire, c'est que, alors, les coins qui ont servi à la génération de ces monnaies anciennes, en fait, il y a eu des dégradations par le temps. Il y a eu des dégradations, il y a eu, par exemple, de l'usure du coin, où il y a eu des décalages, etc. À tel point que parfois, euh, Continuez. ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas Bien, grave. continuez. À tel point que des fois, il y a des variantes dans les coins. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver un lion parfois qui a quatre pattes, et puis après, vous allez retrouver des représentations à cinq pattes, par exemple. Tout ça, en fait, c'est dû au fait que... Alors, c'est dû à plusieurs choses. C'est purement humain. C'est dû au fait que souvent, ceux qui utilisent les coins ne le fassent pas forcément de la même manière, que des fois, qu'il y a du bruit dans l'image qui s'incruste, donc des débris, par exemple. Il y a des fois l'usure du coin. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de retrouver les coins qui sont à l'origine des monnaies qu'on a retrouvées chez Manerbio. Manerbio, qui est un trésor d'ailleurs qui a été découvert en 1955 d'Italie du Nord. C'est à peu près à l'est, c'est à 250 km de Milan et à l'est, c'est à 400 km de je ne sais plus, mais en tout cas, c'est au nord de l'Italie. Donc, euh, de, euh, de, euh, de Venise, pardon. Donc, du coup, et en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est que parfois, on a aussi des coins qui se matérialisent et qui s'intercalent dans l'évolution d'une monnaie. Et du coup, nous, ça nous intéresse pour reconnaître les coins parce que des fois, par exemple, là, vous avez des liens rouges, par exemple. C'est-à-dire que d'une période à une autre, les liens rouges, ça veut dire que vous allez retrouver une telle partie d'un coin qui va être réutilisée, puis qui après va disparaître, etc. Et ça s'intercale dans le temps. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand ça disparaît, comment ça change, et c'est ça qui peut nous permettre d'avoir une indication sur l'évolution des pièces de monnaie. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait, c'est développer une interface qui permet voilà, d'avoir plusieurs niveaux de résultats par rapport à des comparaisons qui sont issues de l'intelligence artificielle. Et on va voir que ce n'est pas parfait. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de créer une interface web très simple d'utilisation
On a beaucoup de calculs derrière, d'opérations de calcul qui sont lancées avec l'intelligence artificielle. En entrée, l'utilisateur expert Numismat va déposer ses fichiers en 3D, issus éventuellement de scan 3D. Ensuite de ça, il va y avoir trois, quatre étapes essentielles en intelligence artificielle. Ça va être de réorienter les pièces, c'est-à-dire les monnaies, en fait, les fichiers 3D qu'on a, il va falloir les réorienter parce que sinon, on ne pourra pas les comparer. Donc, premièrement, il va y avoir une étape de réalignement. Ensuite, on va estimer la similarité. Et enfin, on va sortir tout ça dans un cluster, dans un diagramme dans un graphe de clustering, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on va mettre ensemble, on va avoir une idée d'ensemble, en gros, de quelles monnaies vont se rassembler entre elles. Et c'est là qu'on va estimer de quel coin ça vient. Et ça, je vais y venir justement. Donc, du coup, on a trois étapes essentielles. L'acquisition des fichiers de l'utilisateur, de l'expert Numismat. Deuxièmement, il va y avoir un calcul qui va être fait sur l'estimation de comparaison de paires. Et ça, c'est purement artificiel. Et ensuite, il va y avoir un clustering. Et ça, je vais vous montrer ça. Le deuxième axe, en plus de savoir de quel coin, à partir de quel coin ont été générées les monnaies du trésor Manière-Dio, le deuxième axe de notre recherche, c'est qu'une fois, si ça fonctionne en tout cas, si ça fonctionne, on va pouvoir reconstituer grâce à l'apport qu'on a en entrée dans les fichiers parce qu'on a des monnaies dégradées. Mais on sait que si, par exemple, 15 monnaies appartiennent au même cluster, on va savoir qu'elles sont générées à peu près du même coin. Et de ces monnaies-là, on va pouvoir régénérer, reconstituer l'image, entre guillemets, idéale du coin d'origine, sans être dégradé trop, en tout cas. Ça, c'est le deuxième axe de recherche. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, de photo du trésor qu'on avait de manière bio en entrée. Donc là, vous voyez des figures, par exemple, on a plein de pièces comme ça qu'on a dû analyser en 3D, réorienter, orienter n'importe comment, etc. On a plein de figures comme ça. Et donc, nous, on a dû travailler avec ce matériel-là. Alors, pourquoi on a choisi aussi ce trésor-là? C'est pas pour rien, c'est parce que c'est 4000 drachmes. En fait, voilà, on a un trésor de 4000. On a fait une sélection de 1210 sur The drachmes. Et en fait, on a fait cette sélection en sorte qu'il y ait à la fois des monnaies très bien définies, c'est-à-dire suffisamment sauvegardées pour qu'on fasse quelque chose avec, et en même temps des monnaies très dégradées, voire même des fragments. Des fois, on a même des fragments de pièces. Donc, nous, on a pris tout ça ensemble pour tester justement notre outil. Alors, de notre outil va ressortir deux types de résultats. Il y a deux niveaux, c'est-à-dire les résultats d'une comparaison visuelle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord comparer l'ensemble des pièces deux par deux. Ça, c'est ce que fait l'intelligence artificielle très vite. C'est pas parfait. Donc, de là, on peut avoir des résultats visuels. Par exemple, donc là, par exemple, l'intelligence artificielle, vous avez par exemple ici représenté en bleu et en jaune deux monnaies différentes. L'intelligence artificielle va essayer de voir si ça colle ou pas. Donc, nous, l'utilisateur humain, on peut avoir une espèce de fusion visuelle comme ça, quand elles sont réorientées déjà, quand elles sont traitées, on va savoir si ça colle déjà visuellement ou pas. Ça, c'est important pour l'expert pour qu'il constate si ça fonctionne ou pas. Ensuite de ça, on va avoir une carte de chaleur. Alors, la carte de chaleur qui est affichée en troisième image en partant de la gauche, en fait, c'est tout ce qui est en vert, c'est ce qui correspond. D'accord?
Et tout ce qui est en rouge, c'est ce qui ne correspond pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à l'histogramme de ce qu'on appelle de distance, qui est celui qui est en bas de la page. C'est un histogramme de distance. Alors là, on ne voit pas très bien, mais en abscisse, en gros, on a une distance signée. C'est-à-dire que au centre du diagramme, enfin au centre de l'histogramme, en abscisse, on a une distance zéro. Ça veut dire que plus c'est en vert, plus il y a de sommets qui sont en vert. Et en ordonnée, ce sont les points, le nombre de points qui correspondent à la distance. Plus on a un histogramme qui est centré sur le vert et sur le zéro, et plus ça veut dire que deux monnaies se correspondent. Et ça, c'est important parce que c'est à partir de ça, justement, qu'on va générer le clustering, de savoir quelle monnaie se regroupe ou pas. Donc, nous avons après, évidemment, un deuxième niveau de résultat qui va nous montrer le diagramme de cluster, mais ça, je vous montrerai un petit peu après. L'intérêt de notre projet, c'est de rendre accessibles toutes les tâches de calcul sans nécessiter de connaissances en informatique plus que ça, juste en cliquant sur des boutons pour l'expert. Il va cliquer sur des boutons qui correspondent à chaque étape de calcul et après, il pourra valider ou non ces calculs. Donc ça, je passe un petit peu là-dessus. Et l'autre intérêt technique de notre projet, c'est qu'en fait, on sépare la chaîne métier de la chaîne de calcul. C'est-à-dire qu'on a mis en ligne une interface web, c'est-à-dire pour tout le monde, et les calculs seront traités indépendamment sur des serveurs de calcul. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un laboratoire qui possède des serveurs de calcul qui sont puissants, très puissants, mais il y a l'interface web qui va communiquer avec ces serveurs de calcul, mais c'est bien séparé entre les deux. En gros, on a une interface web qui va lancer des requêtes vers des serveurs de calcul lambda. Voilà. Et ça se fait par connexion entre les deux, mais la chaîne métier est bien séparée de la chaîne de calcul. Et ça, c'est très important par exemple, pour des questions de stockage, pour des questions de performance ou même pour des questions de sécurité. Alors concrètement, qu'est-ce que va avoir l'utilisateur en interface web? Il va avoir des boutons qui correspondent à chaque étape. Soit il peut les lancer manuellement, soit ça se fait de façon automatique, parce qu'il y a des étapes qui sont un petit peu longues. Mais par exemple, on a établi une légende de couleurs qui correspond aux étapes. Quand c'est en bleu, ça veut dire que l'étape est prête. Donc le pré-traitement, par exemple, qui consiste à d'abord réaligner les monnaies, le pré-processing, tout ça, en fait, c'est déjà une tâche qui est accessible, donc qui est en bleu, mais l'utilisateur ne va pas pouvoir lancer les étapes suivantes, puisque du coup, il faut suivre un ordre. Donc, au départ, l'expert, en gros, il téléverse ses fichiers STL dans l'interface. Ensuite, il clique sur le pré-traitement. Ce pré-traitement, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça, c'est très important. L'utilisateur, il va scanner ses fichiers. Ça, on va en sortir des fichiers STL, par exemple, de maillage, ce qui est très important pour la suite des étapes. Et c'est la première intervention d'ailleurs de l'intelligence artificielle. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, dans cette étape de pré-traitement, va réorienter les monnaies. Parce que ce qui est très important, c'est que toutes les monnaies soient orientées dans le même sens, en vue d'être comparées. Ensuite, ensuite de ça, par exemple, si on fait le pré-traitement, ça va apparaître en rouge. C'est-à-dire que c'est un calcul en cours. Donc ça, il n'y a pas à y toucher. Tout le reste des boutons sont grisés, on n'y touche pas. Le temps que la tâche se termine. Mais c'est très rapide, cette tâche-là. Ensuite, la deuxième étape, et là, on suit en fait les étapes qui sont prévues par les calculs. Le système
Donc là, on a l'étape qui est accessible du calcul des caractéristiques. Donc évidemment, les boutons, il faut comprendre calcul entre parenthèses en préfixe, hein. Calcul pré-traitement, calcul des caractéristiques, etc. Le calcul des caractéristiques, c'est qu'en fait, le système va convertir les fichiers 3D d'entrée en fichiers exploitables pour les étapes suivantes, en forme de matrice, en forme de tenseur. Donc, et ainsi de suite. Une fois que toutes ces tâches sont résolues, donc quand tout est en vert, donc on a à la fois des boutons qui indiquent l'étape, donc un, 2, 3, 4, et à la fois la couleur indique l'état de l'étape. Est-ce que c'est un calcul disponible, en cours de calcul ou finalisé? Quand c'est vert, c'est que tout est finalisé. Quand c'est vert, il y a une petite icône magique qui apparaît à droite en bleu, et là seulement on peut accéder au graphe qui affiche les clusters, le fameux cluster de regroupement des monnaies. Alors, pour ce faire, c'est-à-dire que lors du calcul du graphe, le système va convertir en JSON, qui est exploitable à un format que vous connaissez, hein, de stockage des données. Le système va convertir en JSON des données qui sont issues d'autres fichiers, NumPy par exemple, parce que nous, on fait tout en Python. Donc à la fin, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui convertisse ce qu'on a en NumPy, en Python, en graphe JSON. Donc ça ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un JSON? Purement, on a, et ça, c'est vraiment exploitable avec du D3, un JS, hein. Voilà, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un diagramme de force. On appelle ça un diagramme de force. Donc, ça convertit en JSON qui est compatible avec le web, qu'on peut exploiter et afficher en web. Donc, on a les nœuds, donc par exemple M001R, etc. On a quatre nœuds ici. On a 6 paires, puisque c'est n fois n-1. Donc, si on a 6, ça fait 6 fois, enfin, divisé par 2. Donc, c'est n fois n-1. Si on a 4 paires, par exemple, ça fait 4 paires fois 3 divisé par 2, ça fait 6. Donc, nous avons nos paires avec les poids de liaison. Donc, on a ce code JSON qui va, lui, pouvoir être lu par une interface web. Et on obtient un beau graphe de clustering, ce qu'on appelle, de regroupement. Alors là, on l'a divisé par couleur, et ce qu'on a fait, c'est qu'à gauche, je sais pas si à gauche, on a le listing des monnaies. À droite, le système va reconnaître les clusters, il va les ranger par couleur. Et si on clique sur un cluster à droite, par exemple, bah, on va voir à gauche les monnaies qui vont se recaler en haut, qui correspondent à la couleur. Donc là, par exemple, voilà, on est en violet, on est sur le cluster 14. Et si on zoome, alors comment utiliser cette interface? Donc ça, c'est le deuxième pan de l'interface web. Je vous rappelle qu'il y a une interface web qui est accessible par l'utilisateur. Il y a un premier niveau, c'est-à-dire lancer des calculs. Et il y a un deuxième niveau, c'est l'affichage des résultats en cluster. Ça, éventuellement, l'expert va pouvoir le partager, ce résultat. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau où l'utilisateur, l'expert numismat, va lancer ses calculs à lui. Et il y a un deuxième niveau de l'interface web, c'est-à-dire d'afficher le résultat. Et ça, ce sont les résultats. Sachant que chaque calcul va pouvoir être traité indépendamment sur un serveur de calcul qui est physiquement séparé. Donc, une fois que l'expert est content de ce qu'il a fait, il va pouvoir partager ça, donc ce genre de clustering. Alors, comment ça marche? Alors, premièrement, on a une interface qui nous présente l'ensemble, sachant que là, on est sur des monnaies dégradées, donc c'est quand même un assez bon résultat.
on a quand même des clusters de similarité. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels il va pouvoir jouer, c'est-à-dire le seuil de similarité. Donc là, on est à 0,98, par exemple. Si on redescendait à 0,90, par exemple, bah, on aurait des nuages de points beaucoup plus conséquents, beaucoup plus vagues. On peut télécharger aussi éventuellement un tableur CSV Excel des monnaies regroupées par lot selon le seuil de similarité, etc., etc. Et ensuite, par la suite, l'expert va pouvoir corriger les liaisons qui sont faites dans ce graphe. Donc, je vous montre un exemple. Par exemple, je prends un cluster voilà, d'une douzaine de monnaies. Et quand on clique, en fait, si je clique par exemple sur un nœud, l'interface va nous donner l'information des liaisons directes. Par exemple, si je clique sur ce nœud-là, je sais que cette monnaie-là, qui correspond à un nœud dans l'interface, va être liée à 4 monnaies. Quand on survole à gauche la liste des monnaies qui correspondent au cluster, ça s'affiche en gros à chaque fois. Donc on sait à quoi correspond quoi. Par exemple, pour ces monnaies-là, elles sont liées directement. Donc, je sais qu'elles se ressemblent. Normalement, ça se ressemble. Ça veut dire que c'est quasiment, à 98%, c'est quasiment similaire. Donc là, on en a 5, par exemple. Alors, je ne sais pas si, je pense pas qu'on voit très bien, mais en tout cas, ce sont des monnaies qui se correspondent, qui se ressemblent. Par contre, des fois, on a des trucs comme ça. Ça arrive. Parce qu'en fait, l'IA ne fait pas tout. Donc, à 98%, des fois, j'ai des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que la distance entre les liens, ça correspond aussi au niveau de correspondance. Donc, si je dis que c'est correspondant, ça se correspond, c'est similaire à 98%, bah des fois, j'ai des grandes liaisons comme ça de deux clusters qui normalement ne devraient pas se relier. D'accord? Et c'est là que l'expert humain sera essentiel parce que l'IA ne fait pas tout. Par exemple, là, j'ai la monnaie, c'est une monnaie à 1000 M0265D. Moi, je ne sais pas pourquoi ces deux monnaies sont reliées. Là, c'est là qu'on va avoir besoin de la validation de l'expert humain. Est-ce que ces deux monnaies sont pareilles ou pas? Voilà. Merci.